Je pense que ça a été vraiment un succès, à la fois pour nous, parce qu'on a eu accès à plein de missions qu'on n'avait pas avant, et même pour eux, parce qu'en termes d'image, c'était, je pense, assez rafraîchissant. Et pour avoir entendu certains partenaires KPMG qui en parlaient par la suite, je sais qu'on a été vu comme une acquisition vraiment réussie. L'utilisateur peut évidemment exporter sa clé à n'importe quel moment. Et ça, c'est une fonctionnalité très importante. Et c'est ça qui fait que même si demain Dblock disparaît, l'utilisateur, il a encore ses fonds. Parce que voilà, il peut exporter sa clé et il peut importer ses Ethers, par exemple, dans MetaMask. Claire, salut. Salut, merci de m'avoir invité. Grand plaisir. Pour la petite anecdote, j'avais parlé avec Jean Meyer, donc, qui est le CEO de Dblock, il y a à peu près 1 an pour faire l'interview. Et alors, pour donner le contexte, Jean, c'est un serial entrepreneur. Il a créé Want, qui est une application de dating, qu'il a revendue. Il a créé une autre startup qui s'appelle Wanted, je crois, qu'il a revendue cette fois-ci à Revolut. À Revolut, ouais. Et il est devenu quoi, Head of Crypto de Revolut, il me semble. C'est ça. Et après, avec d'anciens collègues donc, de Revolut, ils ont créé Dblock. Ouais. Et quand Jean m'a dit c'est le bon moment de faire l'interview, il m'a dit contacte Claire Balva. Je me suis dit c'est marrant, Claire Balva, Blockchain Partners. Donc là j'ai fait un peu la liaison entre les deux. Ouais. Et je me dis génial, tu vois, d'une pierre deux coups, on va pouvoir parler de Dblock et aussi de Blockchain Partners. Donc voilà, ravi de te recevoir. Avant de parler de ton parcours peut-être, est-ce que tu peux expliquer en une phrase ce que fait Dblock ? Oui, bien sûr. Dblock, c'est le premier compte courant qui accepte aussi les cryptos. Donc concrètement, c'est une application mobile dans laquelle vous avez un compte courant, tout ce qui est de plus classique, avec une carte bleue, des virements instantanés, etc. Et dans la même appli, vous avez un vrai portefeuille crypto. Donc c'est pas juste une exposition aux cryptos comme ce que vous pouvez avoir dans d'autres, chez des néobanques ou dans d'autres applis, mais c'est un vrai portefeuille. Et donc vous pouvez sortir vos cryptos facilement. Vous pouvez les convertir directement sur votre compte courant euro. Sans avoir à remplir de paperasse. Et puis, vous pouvez vous servir du portefeuille dans des applis, de la finance décentralisée, etc. Ok, on reviendra un peu sur les différents use cases. Je trouve que c'est intéressant déjà de revenir sur ton parcours. Est-ce que tu peux revenir un peu sur les années KPMG, expliquer c'était quoi un blockchain partner, comment ça s'est fait racheter par KPMG C'est vrai que je suis dans la crypto depuis longtemps maintenant, puisque j'avais commencé avec mes associés en 2015. Et on avait monté une boîte de conseil qui s'appelait Blockchain Partner. On faisait en gros du conseil aux entreprises. Donc, tu avais plein de boîtes, ça pouvait être des banques, des assurances, des boîtes dans l'industrie qui venaient nous voir et qui nous disaient la blockchain ou le Web3 ou plus rarement les cryptos, c'est trop intéressant. Qu'est-ce qu'on peut faire dessus ? On a des idées de prototypes, etc. Et donc là, nous, on proposait une offre tout en un qui allait de la formation jusqu'à la mise en prod technique d'application. Donc, on a bossé pour, je dirais, une grosse moitié du CAC 40. Et on a revendu la boîte avec une quinzaine de salariés en 2021 à KPMG, qui est donc un des leaders du conseil et de l'audit dans le monde et plus particulièrement en France. Moi, je suis restée directrice blockchain et crypto chez KPMG pendant 1 an et demi. Ok. Et ensuite, j'en suis partie parce que je pense déjà que j'avais fait un peu le tour des métiers du conseil, du management. Et puis, le côté grosse boîte, ça me plaisait moins. Tu vois, moi, j'avais entrepris, j'avais passé plusieurs années à gérer ma boîte. C'était quand même très différent d'être dans une grosse structure. Ouais. Et ensuite, j'ai fait 1 an de freelance. En conseil aussi ou Ouais, toujours conseil pour des grandes boîtes, mais j'ai remis un peu les mains dans le cambouis. Parce que mine de rien, tu vois, à la fin, je faisais beaucoup de management. Tu vois, quand tu gères 15 personnes, tu fais plus du conseil toi-même, donc tu perds le contact avec les sujets. Donc là, je me suis replongée un peu plus concrètement dans les sujets crypto. Ok. J'ai bossé pour plusieurs clients, notamment L'Oréal, avec qui j'ai pas mal travaillé pendant cette année-là. Sur la blockchain Ouais, sur les sujets Web3, crypto. Ok. Et ensuite, j'ai rejoint Dblock donc en janvier 2024. Donc là, ça fait 4 mois maintenant que je suis chez Dblock. Et alors, comment ça s'est fait avant même de parler de ça, c'est intéressant, je trouve, entre le moment où il y avait Blockchain Partner et le moment où vous êtes fait racheter par KPMG, est-ce que c'était un peu la même vision? Est-ce que vous êtes fait un peu absorber même en termes de vision blockchain? Est-ce que vous arriviez à défendre un peu votre vision blockchain? Oui, alors sur la vision et sur le fond des sujets, je pense qu'on a pas mal apporté notre vision de ces sujets-là chez KPMG parce que même s'ils avaient, ils avaient une partenaire qui portait le sujet, puis ils avaient quelques personnes qui s'y intéressaient mais qui étaient en fait assez isolées dans la structure. Et donc nous, on est arrivé avec quand même le champ libre pour dire, en fait, non, la bonne vision du sujet, c'est ça. Alors maintenant, eux, ils avaient aussi une vision marché, tu vois. Nous, on arrivait en disant, non, ce qui compte, c'est les blockchains publiques, les cryptos, c'est pas les blockchains privées, la traçabilité. Bon, eux, ils nous opposaient aussi qu'il y avait des besoins business, tu vois, de gagner de l'argent, mais ça, c'est le classique dans toute boîte entre ce que
que veut le marché et puis les convictions que tu peux avoir à long terme sur un sujet. Mais donc, non, là-dessus, je trouve que ça s'est assez bien passé. Après, ce qui était dur, c'est qu'en fait, tu passes d'une boîte où il n'y a pas de process, ou très peu, à une boîte où il y a beaucoup de process. Et où, tu déclares tes heures en fin de semaine, ou tu as des trucs tout bêtes, mais tu vois, les augmentations, c'est une fois par an, tu as un process, tu as des revues annuelles, des entretiens, des choses qu'on n'avait pas du tout quand on est une start-up. Et donc ça, oui, forcément, il y a eu un petit changement de culture. Mais honnêtement, on a quand même gardé une forme d'autonomie qui, je pense, est toujours là, même si, moi, ça fait plus d'1 an que je suis partie, qui faisait que l'équipe était quand même pas complètement dissoute dans la structure KPMG, mais gardait une forme de culture propre pour pouvoir continuer à bosser en autonomie sur ces sujets. Ok. La partenaire, quand elle vous a vu arriver, elle a dû être contente quand même, parce que ça a dû sentir moins seule quand même sur les sujets blockchain, parce que j'imagine qu'il y avait quand même pas mal de sujets blockchain déjà, ou c'est vous qui avez apporté le business pour la partie blockchain chez KPMG je dirais qu'on a apporté, une forme de réputation, à la fois un côté start-up qui peut être rafraîchissant pour une très grande boîte, et puis une expertise, même si il y avait des gens qui connaissaient un peu le sujet chez KPMG, mais on a quand même apporté un savoir-faire, et puis plein de références clients. Tu vois, quand tu dis... t'as un assureur qui s'intéresse au sujet, qui va voir KPMG. Nous, on arrive, on dit, nous, on a déjà bossé avec 5 assureurs sur ces sujets. C'est quand même rassurant, tu vois, ça apporte une expertise et des références. Maintenant, on n'a pas apporté non plus tous nos clients. Pourquoi ? Parce que déjà, KPMG, c'était une boîte d'audit, ce qui veut dire que tous les clients pour lesquels ils sont commissaires aux comptes, on ne pouvait plus travailler pour eux. Ah oui. Donc, tu vois, nous, il y avait certains de nos gros clients, par exemple, avec lesquels on avait dû arrêter de travailler, parce que KPMG était auditeur. Et donc, tu peux pas, juridiquement, tu peux pas à la fois conseiller et auditer un client, ou alors sur des périmètres très, très faibles. Sinon, il y a conflit d'intérêt. Exactement. Donc, c'est hyper normal. Donc, on n'a pas apporté tout notre business, on a apporté certaines missions. Mais je pense surtout qu'on a combiné notre expertise, notre savoir-faire, à tout un réseau KPMG, et puis une réputation qui est très différente. Tu vois, KPMG, c'est quand même... Alors, certains vont dire ça peut faire vieillot, etc. Mais en fait, dans le monde des entreprises, c'est quand même hyper reconnu. Et tu vois, nous, avant, il y avait des missions, je dirais, stratégiques ou des grosses missions qu'on n'arrivait pas à avoir parce qu'on était vus comme des petits jeunes qui avaient une start-up. Yes. Là où KPMG, c'est quand même plus solide et ça te donne accès à des missions que nous, on n'avait pas avant. Ok, ouais, donc vraiment la partie crédibilité. Exactement. Vous avez formé les équipes en interne aussi sur la partie blockchain. Ouais, moi j'avais passé beaucoup de temps à faire plein de formations. Alors le Bitcoin, c'est quoi ? Pour des partenaires, pour des jeunes auditeurs, pour un peu tout le monde. Il faut bien voir que par exemple, tu avais même chez KPMG, tu avais un réseau de comptables partout en France qui se retrouvaient parfois avec des clients, tu vois, des PME qui avaient des cryptos et qui ne savaient pas tellement comment prendre ça en compte non plus. Donc oui, tu avais plein d'enjeux de formation des équipes. Maintenant, heureusement, on n'a pas passé notre vie à faire ça, mais oui, on a formé beaucoup en interne comme on formait nos clients. Ouais. Ok, et comment ça s'est passé d'ailleurs le rachat ? Alors, petite anecdote, j'avais vu sur ta chaîne que tu avais fait un espèce de questionnaire vrai ou faux. Oui, sur les anecdotes, ouais. Et que non, vous n'êtes pas fait racheter par Binance, il y a pas eu de discussion avec Binance quand même. Non, ouais, alors la discussion avec Binance, c'était quand même bien avant. Okay. C'était à l'époque où Binance avait beaucoup de trésors, et effectivement, on avait été contactés, mais ça s'était pas fait pour plein de raisons. Déjà, parce que je pense que Binance n'était pas super au clair sur ce qu'ils voulaient racheter des boîtes ou pas. Parce que nous, en fait, on aurait accepté de revendre à Binance, mais pour un montant qui était complètement démesuré par rapport à ce qu'on valait. Donc voilà, évidemment, ça s'est pas fait. Mais non, c'est plusieurs années après que nous, on a décidé de revendre parce qu'on commençait à plafonner justement à cause du fait qu'on était vu comme une jeune start-up. Et quand tu es une jeune start-up, tu vas chercher des missions auprès des directions innovation. Ça se passe bien, c'est cool, tu fais ton chiffre d'affaires, tu es à 1 million, 1,2 million annuel. Mais en fait, quand tu veux aller plus loin, tu as besoin d'une crédibilité. Et donc, nous, on avait besoin d'aller chercher une grande boîte. Et donc, on a décidé de revendre. On a vu plein de grandes boîtes différentes. On a eu 3 offres. Et celle de KPMG était la meilleure. On a pris celle de KPMG. Quoi. Ok. Niveau d'ailleurs, le prix n'a pas été divulgué Non. Et en fait, les modalités sont confidentielles. Donc, on les a jamais divulguées. Ok. D'ailleurs, tu as une anecdote à partager sur les années un peu KPMG ou Je réfléchis. Non, alors pas particulièrement. Mais c'est vrai que... il y a eu beaucoup de choses. Tu vois, un des trucs qui a été marquant, je pense, à la fois pour Alexandre et moi et pour KPMG, c'était la distinction entre nos images publiques personnelles et l'image de marque KPMG. Parce qu'en fait, la plupart des partenaires, des directeurs KPMG, c'est souvent des gens qui avaient 10 ans de KPMG dans les pattes et qui avaient construit leur image au sein de KPMG. Alors que nous, on avait des images un peu plus clivantes, en dehors, on parlait de crypto, qui étaient quand même des sujets politiquement touchy. Et donc c'est vrai que ça a été
je pense, très bizarre et source de friction pour KPMG de voir des gens qui avaient une parole très très libre et qui pouvaient raconter des trucs librement sur leur compte Twitter tout en ayant directeur KPMG dans la description. Donc ça, voilà. Après, je ne vais pas donner des détails de discussion publiquement, mais c'est vrai que ça a été difficile pour eux et pour nous de trouver un accord là-dessus et de s'arranger pour que voilà, l'image de KPMG n'en pâtisse pas, mais qu'eux apprennent aussi à intégrer des gens qui avaient une parole libre et qui pouvaient s'exprimer sur les réseaux sociaux sans être nécessairement dans une image très lisse de directeur KPMG, quoi. Ah, c'est marrant, c'est un peu la rencontre de deux mondes. Ah bah oui, c'était... mais je pense que ça a été vraiment un succès, à la fois pour nous, parce qu'on a eu accès à plein de missions qu'on n'avait pas avant, et même pour eux, parce qu'en termes d'image, c'était, je pense, assez rafraîchissant. Et pour avoir entendu certains partenaires KPMG qui en parlaient par la suite, je sais qu'on a été vu comme une acquisition vraiment réussie. Donc non, globalement, un souvenir très positif, malgré tous les obstacles qu'il y a dans une intégration habituellement, quoi. Ok. Et après, comment ça s'est passé ? Donc, il y a eu cette année un peu de freelance où tu as du conseil pour L'Oréal. D'ailleurs, ils ont lancé des choses, L'Oréal, sur la partie blockchain, ou c'est encore dans les tuyaux Oui, ils ont lancé plein de choses, en fait, avec des marques, mais des choses qui sont publiques, notamment des initiatives autour des NFT, au moment où il y avait la bulle des NFT, pour essayer de repenser un peu la manière dont ils interagissaient avec leurs clients. Donc, ils ont lancé plein de choses. Maintenant, le marché des NFT étant ce qu'il est, je pense que c'est peut-être un peu moins actif, mais honnêtement, comme j'y suis plus, tu vois, je vais pas te donner des insights particuliers. Et puis bon, moi concrètement, ce que j'ai fait est quand même couvert par des accords de confidentialité, donc pareil, je suis pas hyper à l'aise pour donner plein de détails. Je comprends. Et mais je sais plus, enfin, j'ai pas vu passer de collection NFT L'Oréal, mais si ça a été le cas. Non, alors en fait, il faut bien voir que L'Oréal, c'est un groupe dans lequel il y a énormément de marques. Ouais. Et donc, tu as plein de marques. Par exemple, je crois que Mugler a fait une collection d'NFT. C'est une marque qui appartient à L'Oréal. Donc après, voilà, si tu veux, je te donnerai des références et des liens. J'ai pas envie de me lâcher là et de divulguer plein de trucs ça marche. Spontanément. Et alors, comment ça s'est passé après la transition ? Enfin, comment tu as eu l'opportunité de rejoindre Débloq ? Comment vous êtes rentrés en contact ? Comment ça s'est fait un peu le process c'est Jean qui m'a contacté après Surfing Bitcoin. Okay. Comme quoi Surfing Bitcoin est décidément toujours un lieu de rencontre. Je crois qu'il avait dû me voir dans une table ronde à Surfing. Et puis c'était le moment où Débloq était en train de finaliser le développement du produit. Et donc ils étaient en train de réfléchir à recruter des équipes marketing pour le développement en France. Et je pense qu'ils cherchaient quelqu'un qui avait un contact avec la communauté française, qui était suffisamment reconnu dans ce milieu-là et qui allait pouvoir aider à développer la marque en France. Et donc, voilà, il a fait plusieurs recrutements. Il y avait moi et puis il y avait un directeur marketing aussi. Okay. Donc, on est deux à avoir été recrutés pendant cette période-là. À Surfing Bitcoin Non, pas lui. Non. Alors, lui, le directeur marketing vient plus du gaming. Donc, pour le coup, non, tout le monde ne vient pas purement de la crypto. Ouais. Ouais, ça s'est fait assez naturellement. Donc, moi, j'ai eu plusieurs discussions avec Jean et avec d'autres membres de l'équipe. Et moi, ce qui me frappait, c'est que c'était un projet ultra sérieux, régulé, qui restait quand même dans des valeurs crypto assez puriste parce que c'est de la self-custody, tu vois, c'est pas juste une plateforme d'échange comme il peut y en avoir d'autres. C'est une boîte qui se développe en France, donc oui, il y avait plein de cases cochées. Et c'est vrai que moi j'avais discuté avant avec d'autres boîtes et j'avais jamais eu tu vois, autant de cases qui s'étaient cochées pendant le pitch où je m'étais dit ah ouais, mais je me vois utiliser ce produit, c'est français, ils ont levé des fonds, c'est solide, l'équipe est cool, c'est régulé, il y a les bonnes valeurs. Enfin, tu vois, c'était quand même rare de trouver quelque chose qui coche autant de cases. Ouais, carrément. Parce que toi, tu étais en recherche à ce moment-là ou t'étais... En fait, moi, je commençais à me dire justement que j'avais envie de sortir du mode freelance parce qu'en fait, je commençais à me sentir seule, tout simplement. Bon, j'avais mis les mains dans le cambouis, c'était chouette. J'avais beaucoup de liberté, ça aussi, c'était super chouette. Mais c'est vrai que quand t'as pas d'équipe, bon, au bout d'un moment, tu vois, moi, j'interagissais avec mes clients. Mais ça me suffisait pas. Tu vois, au quotidien, j'avais besoin d'avoir des gens avec qui échanger, des gens tu vois, qui allaient m'aider à porter un peu mes sujets. Ouais. Et donc j'étais en train de me poser ces questions-là. Okay. Et Débloq arrivait vraiment au bon moment. Donc c'était parfait. Ouais, c'est vrai que ton client, c'est jamais vraiment trop ton équipe, quoi. Enfin, c'est pas la même chose. Ouais, c'est ça. Puis moi, déjà, j'étais pas à plein temps sur un client. Hein. J'avais plusieurs clients. Okay. Et c'est vrai que t'as pas exactement les mêmes relations. Puis moi, j'étais quand même vraiment sur un sujet. Et il n'y avait pas chez mes clients des gens qui étaient autant dans ce sujet-là que moi, quoi. Ok. Et alors pour venir sur Débloq, parce que c'est intéressant, je pense, pour commencer, donc tu as dit, il y a un compte crypto et un compte bancaire, c'est une néobanque en fait finalement,
où, de ce que je comprends, tu as ton propre wallet crypto, mais c'est pas la néobanque qui en fait la custody, comme ça pourrait être le cas, je sais pas, sur un Revolut, un N26 ou d'autres néobanques. C'est vraiment l'utilisateur lui-même qui va avoir la custody de ses cryptos. Déjà, est-ce que tu peux expliquer comment ça marche, comment l'utilisateur a la custody de ses cryptos, comment c'est possible? Oui, alors c'est un sujet hyper intéressant parce que c'est vrai que moi j'ai vu beaucoup ces sujets de wallet évoluer depuis que je suis dans mon crypto, parce que tu vois en 2015-2016, bon, t'avais déjà Ledger, voilà, qui commençait. Mais c'est vrai que l'expérience utilisateur de la gestion des clés, ça a toujours été un énorme frein au développement de la crypto. Bah ouais, carrément. Et c'est marrant, dans un des précédentes interviews, tu vois, c'était avec Nicolas Louvet qui disait que un des premiers bitcoins qu'il a acheté, il l'a mis sur un papier, en fait. Un paper wallet. Un paper wallet, exactement. Qu'il a perdu. Et l'histoire des wallets, c'est vraiment un truc fascinant, quoi. C'est-à-dire que tu avais des paper wallets, tu as eu des clés hardware. Ensuite, tu as eu plein de portefeuilles. Je pense à MetaMask, Argent. Enfin, voilà, il y a plein de choses différentes. Ouais. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, c'est quand même fastidieux. Tu vois, moi, j'ai essayé de convaincre des potes, mes parents, d'utiliser ce genre de portefeuille. Et à chaque fois, mais comment ça? Il y a une clé de 24 mots, je comprends rien. Ouais, c'est ce qui bloque. Et d'ailleurs, paper wallet, c'est un mot pour dire simplement qu'on met 24 mots sur une feuille de papier. C'est ça. Qu'on met la feuille de papier quelque part. Ou ta clé privée directement. Ou ta clé privée, oui. Et c'est vrai que... Alors, les plus puristes font encore ça. Hein. Moi, je connais des gens qui utilisent encore des paper wallets. Mais c'est vrai qu'il faut être serein, quoi. Ouais, il faut être serein. Il faut quand même avoir confiance dans ces bonnes pratiques de cybersécurité. Ouais. Et donc, là, ce qu'on a vu quand même les dernières années, et que je trouve passionnant, c'est qu'on commence à avoir arrivé des technologies qui permettent de faire des portefeuilles de manière beaucoup plus intuitive. Et je pense notamment aux technologies MPC, qui sont ce qu'on utilise chez Desblocs, ou à des choses comme le Count Abstraction sur Ethereum, qui fonctionnent bien aussi. Et donc concrètement, alors je résume parce qu'on pourrait rentrer beaucoup plus dans la technique, mais MPC, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu sépares la clé en plusieurs morceaux, ce qui te permet d'avoir une forme de décentralisation de la clé privée. Et chez nous, ce qui se passe, c'est que l'utilisateur a ce qu'on appelle un fragment actif, c'est-à-dire qu'il n'y a que lui qui peut initier des transactions. Nous, on ne peut pas initier des transactions à sa place. Et nous, on a un fragment passif qui va permettre de valider des transactions. Donc, l'utilisateur peut évidemment exporter sa clé à n'importe quel moment. Et ça, c'est une fonctionnalité très importante. Et c'est ça qui fait que même si demain Desblocs disparaît, l'utilisateur, il a encore ses fonds. Parce que il peut exporter sa clé et il peut importer ses Ethers, par exemple, dans MetaMask. Tu vois, ou aller utiliser d'autres portefeuilles en important sa clé privée sur ces portefeuilles-là. C'est-à-dire qu'il peut exporter même si l'application n'existe plus ou faut... Oui, t'as plein de... En fait, il y a des procédures de récupération. Alors, je précise évidemment qu'il faut prouver son identité parce que sinon, ça serait trop facile. C'est compliqué. Nous, faut bien voir qu'on est aussi une boîte régulée. Donc, il y a du KYC à l'entrée parce qu'on propose un vrai compte courant euro. Et c'est aussi ça qui nous distingue de la plupart des portefeuilles, c'est que vous pouvez recevoir votre salaire sur Desblocs. Vous pouvez aussi recevoir vos cryptos depuis Binance, par exemple, sur Desblocs. Et donc, on arrive à combiner le meilleur des deux mondes en proposant une expérience où l'utilisateur a vraiment ses clés et où il a un compte courant pour la vie quotidienne, avec une carte bleue, etc. Ouais, en fait, c'est deux produits en un, quoi. D'un côté, il y a la néobanque tout à fait classique, de l'autre côté, vraiment gestion d'un wallet. C'est ça, crypto, mais tu vois, moi, j'attendais ça depuis un moment parce que moi, j'avais un compte chez une néobanque. J'ai un compte sur une plateforme d'échange, j'ai un Ledger, j'ai un MetaMask. En fait, j'en ai un peu partout. Et j'arrive pas, tu vois, je suis obligée d'avoir un Excel pour essayer de savoir combien j'ai sur un peu mon patrimoine crypto. Et c'est vrai que ça, c'est quand même fastidieux. Et donc, d'avoir les deux dans la même application, c'est hyper pratique, d'autant plus que t'as pas de friction quand tu passes de l'un à l'autre. Alors, passer déjà de l'euro vers la crypto, ça peut être pénible. Il y en a certains qui voient des virements sortants refusés. Mais c'est encore plus pénible, souvent, de faire l'inverse dès que vous dépassez un certain seuil. Parce que y a plein de banques qui n'acceptent pas les virements qui viennent de plateformes d'échange. Ouais, tout à fait. Et donc nous, on a vraiment tu vois, des utilisateurs qui viennent nous voir parce qu'ils ont galéré auparavant à sortir leur crypto. Et ça, je pense que c'est un... Enfin, tu vois, moi, j'attendais ça aussi depuis un moment, de pouvoir enlever toutes ces frictions entre la partie euro, monnaie tradie et cette partie crypto. Parce que, enfin, tu vois, aujourd'hui, moi, je connais plein de gens qui vivent un enfer là-dessus, quoi. Et qui restent bloqués avec des cryptos qui ne peuvent pas sortir, qui ont essayé d'utiliser des applis crypto, mais qui, quand ils mettent leur carte bleue pour faire un virement, pour envoyer de l'argent, ça ne marche pas. Et donc voilà, enlever tous ces obstacles-là, je pense que c'est assez précieux. Ouais, carrément. C'est vrai qu'il y a des banques qui sont assez anti-crypto, d'autres, en général des néobanques quand même, qui sont assez pro-crypto. Et donc, selon la banque que tu as en face, c'est plus ou moins compliqué de sortir tes cryptos. Mais même pro-crypto, hein, tu vois...
Moi, j'utilise Boursorama, tu vois. J'ai utilisé Boursorama, j'utilise moins maintenant, mais à titre perso, j'ai aussi ma mère qui est chez Boursorama. Je sais que quand on a voulu parfois faire des virements, utiliser notre carte bleue pour acheter du Bitcoin sur des applis, c'était super galère, on a été bloqués. Ouais. Donc, même des néobanques qui se disent relativement pro-crypto et qui, même en interne, bossent sur le sujet, pour les utilisateurs, ça reste super galère, quoi. Non, c'est clair. Après, c'est plus on va sur des gros montants, plus c'est compliqué. Alors, pour comprendre le fonctionnement de la clé notamment, la gestion du wallet, comment ça marche? C'est-à-dire que tu l'as dit, il y a 2 parties. Donc, il y a un fragment passif du côté des blocs et un fragment actif du côté de l'utilisateur. Il faut réunir donc les 2 fragments pour faire une transaction. Ouais. Pour initier la transaction, grosso modo, un peu, ça fait toujours penser un peu aux Horcruxes dans Harry Potter. Si on veut, Et alors, comment ça marche? Comment, en tant qu'utilisateur, tu détiens ta clé? Par exemple, moi, si je perds mon téléphone demain, comment ça marche? Est-ce que je peux quand même récupérer? Oui, bien sûr. Alors, évidemment, il y a plein de procédures de récupération qui ont été pensées, mais qui sont toujours faites de manière à ce que des blocs ne puissent jamais avoir accès à la clé privée en clair, et donc ne puisse jamais avoir accès au fonds. Et c'est ça qui fait qu'on est vraiment caractérisé comme un portefeuille en self-custody, que l'architecture a été validée par l'AMF telle qu'elle, etc. Donc, en gros, ce qui se passe, c'est quand tu ouvres ton compte chez Desblocs et que tu lances ton wallet, tu reçois sur ton adresse email une clé de déchiffrement. Donc, c'est un email à pas supprimer. Cette clé de déchiffrement, elle donne accès à rien en tant que telle. Que tu dois stocker, j'imagine, dans un coffre-fort ou... Non, juste tu la laisses dans tes mails. Et effectivement, tu perds pas l'accès à ton adresse mail. C'est juste que si tu perds l'accès, si tu te volais l'accès à ta boîte mail, si je me fais voler en fait mon téléphone et que dessus il y a l'accès à ma boîte mail, je peux me faire par contre supprimer tous mes... Alors non, toujours pas. En fait, il y a plein de... Déjà, quand tu accèdes à l'application Desblocs, t'as, comme toutes les applications de néobanques, etc., là-dessus c'est assez réglementé. Tu as, alors selon le téléphone et ce que tu utilises, tu as du Touch ID, du Face ID, tu as un code. Donc, tu as quand même une procédure, ne serait-ce que pour entrer dans l'application. Donc, déjà, faudrait que la personne qui te vole ton téléphone soit avec toi. Voilà, soit avec toi, te mette un flingue sur la tempe. Donc, il y a quand même tu as quand même beaucoup d'obstacles. Voilà. Donc, non, en volant ton téléphone, il se passe rien. Ce qui se passe, c'est qu'effectivement, quand tu changes de téléphone, par exemple, ou tu rachètes ton téléphone, pour réactiver ton wallet, tu as besoin de cette clé de déchiffrement qui va être soit récupérée automatiquement sur ton iCloud, par exemple, si tu es sur Apple, soit si ton iCloud est plein, ce qui se passe, c'est que tu l'as reçue par mail, donc tu peux la récupérer dans tes mails, la copier-coller dans ton portefeuille et récupérer tes actifs de cette manière-là. Et cette clé de déchiffrement, nous, on n'y a pas accès. Desblocs n'y a pas accès, elle est stockée chez un partenaire qui est un tiers de confiance numérique qui n'a légalement pas le droit de nous la donner, qui n'a légalement pas le droit de la donner à qui que ce soit. D'accord, même à l'utilisateur Alors, il peut effectivement uniquement la renvoyer sur le mail de l'utilisateur. D'accord, ok. Voilà. Et donc, et c'est pour ça que ce tiers de confiance, il a un rôle qui est important. C'est clair. Il a contractuellement pas le droit de nous la donner, et c'est ça qui fait que nous, on n'a jamais accès au fonds. Et ce tiers de confiance, c'est quoi? C'est un notaire ou c'est Non, c'est pas un notaire, c'est une boîte qui est spécialisée dans ces sujets-là. Ok, ça marche. Donc c'est-à-dire que moi, si je perds la fameuse clé reçue par mail, c'est pas très grave parce qu'on peut me la renvoyer sur mail. Mais j'ai pas envie de dire que c'est pas grave parce que sinon on va avoir des utilisateurs qui vont la supprimer. Donc non, ne supprimez pas ce mail, gardez-le. C'est clair. En fait, le but c'est que le tiers de confiance, nous on le contacte pas, vous le contactiez pas, et donc lui il est là vraiment pour des scénarios catastrophes qu'on veut évidemment éviter. Ok. Et alors si je perds, je suis un peu relou parce que c'est vrai que c'est un peu un truc que j'ai vu passer, tu vois, des gens qui se font bannir un peu de leur boîte mail, je sais pas, souvent sur Gmail parce que t'as pas payé à temps. Donc du coup l'accès à ta boîte mail a été connecté. Enfin bref, des histoires qui peuvent arriver. Mais si tu perds l'accès à ta boîte mail, comment ça marche? Est-ce que le fameux tiers de confiance, il peut changer l'adresse mail ou Non. Alors le tiers de confiance, justement, ne peut pas changer l'adresse mail pour des raisons évidentes de sécurité, tu vois, pour éviter que justement il y ait quelqu'un qui... Ce qui est rassurant quand même, du coup. Donc non, le tiers de confiance ne peut pas changer l'adresse mail. En revanche, toi, tu peux changer ton adresse mail dans l'appli pour, si tu as envie d'accéder à l'appli via une adresse mail différente, ça c'est des choses qui restent possibles. Mais effectivement... tu as des procédures de récupération en place, si tu reprouves ton identité, etc. Il y a des choses qu'on peut faire, mais encore une fois, nous, on n'a jamais accès à tes fonds. Donc,
Si on imagine un scénario absolument catastrophe où tu as un flingue sur la tempe, les serveurs de débloc sont down, le tiers de confiance numérique est mort, il n'y a plus d'électricité dans le monde, on peut peut-être trouver, tu vois, un monde où quelqu'un te vole tes fonds. Ouais, bon, ça devrait pas arriver souvent. Mais honnêtement, ça me semble très compliqué. Yes, ça marche. Et alors, c'est intéressant de revenir maintenant sur les cas d'usage. Pourquoi UC débloque? Alors, moi, un cas d'usage dont j'ai compris l'utilité aussi, c'est le fait qu'en France, aujourd'hui, je crois, s'il y a demain un crash bancaire, tes fonds par compte bancaire, il me semble, sont protégés à hauteur de 100 000 euros. Oui. Alors, sous réserve que l'État ait les fonds. Oui, bien sûr. Après, là, on est sur d'autres considérations. Et donc là, l'idée, c'est de dire que finalement, quand tu as des euros sur ton compte bancaire, tu peux transformer ces euros en stablecoin, donc en USDC par exemple. Et donc là, c'est un intérêt finalement de préserver ton capital, ton cash, sans... en étant toi-même ta propre banque sans dépendre d'un tiers de confiance, d'un acteur tiers, en l'occurrence une banque en fait. C'est ça. En fait, sur Débloc, tu as donc les deux options. C'est-à-dire que tu as un compte courant qui a les mêmes garanties à hauteur de 100 000 euros que les autres comptes courants que tu peux avoir ailleurs. Et puis, tu as ton portefeuille crypto où tes cryptos t'appartiennent et dont tu peux exporter les clés à n'importe quel moment, etc. Et donc, effectivement, si tu penses qu'il va y avoir une crise économique majeure, si tu n'es pas rassuré, si tu veux être sûr que tes actifs sont dans ta possession, tu peux convertir tes cryptos en stablecoin et donc être le seul détenteur de tes actifs. Maintenant, il faut bien se dire aussi que les stablecoins, ils reflètent la valeur des monnaies traditionnelles. Donc, si tu as du stablecoin euro, tu es quand même exposé à l'euro, tu vois, quelque part. Donc, tu gardes tes euros, effectivement, mais voilà, tu es quand même dépendant de l'euro, idem pour le dollar. Donc là-dessus, après, si tu veux sortir vraiment du monde monétaire classique, il faut aller sur des cryptos comme Bitcoin ou autre. Bien sûr. Mais oui, c'est un des usages de Débloc, c'est de se dire justement, si tu veux être vraiment propriétaire de tes actifs, tu sors des euros de ton compte courant, tu les mets en stablecoin, et là, tu détiens vraiment les clés de ces actifs-là. Maintenant, il faut pas, encore une fois, il faut pas se leurrer, tu as différents types de stablecoins. Ils restent indexés sur des monnaies traditionnelles. Et puis, tu as des stablecoins plus ou moins décentralisés. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que y a toujours un risque. Enfin, tu dépends toujours de quelqu'un, entre guillemets. Là, tu dépends, si tu achètes de l'USDC, tu dépends de Circle. Exactement. C'est pour ça que c'est pour ça que tu as toujours une limite. Si tu veux, quand tu cherches la limite de la pureté crypto, tu vas finir par la trouver à un moment donné. Et c'est vrai que moi, parfois, je vois des commentaires de gens qui disent ah bah oui, mais c'est pas assez puriste parce que débloque un fragment passif de la clé, ou c'est pas assez puriste parce qu'il y a du KYC, ou etc. Moi, j'ai envie de dire oui. Ok, tu vois. C'est vrai, parce qu'on est une boîte réglementée. Mais en fait, nous, notre but, c'est pas de nous adresser aux puristes de chez puristes qui sauront utiliser un paper wallet. Notre but, c'est d'amener la self-custody à la plupart des gens. Et donc, effectivement, quand tu fais ça, tu peux pas être archi-puriste et dire faites comme un paper wallet, mettez vos 24 mots quelque part, faites votre sécurité vous-même. C'est pas possible. Non, et complètement d'accord. Et en plus, l'idée, c'est quand même d'aller dans le sens de l'expérience utilisateur, et que si tu allais dans ce sens-là à quelque chose de complètement décentralisé, en fait, c'est l'expérience utilisateur qui en pâtirait parce que ça serait quelque chose de trop complexe à utiliser. Exactement. C'est toujours le compromis entre une expérience utilisateur la plus simple possible et en même temps respecter au mieux les valeurs crypto qui sont de détenir soi-même ses actifs et de ne pas dépendre d'un gros tiers de confiance. Et je pense que justement Débloc là-dessus réussit une prouesse sur ce compromis-là que très peu de boîtes ont réussi. Ok. Alors, tu parlais justement de ces peut-être un fragment de la communauté qui voudrait plus de décentralisation. Comment vous gérez un peu ce type de requête? Comment ça se passe en interne pour les demandes de produits dans ce genre-là? Parce que c'est vrai que dans le monde de la crypto, on a souvent vu des DAO où ça part un peu dans tous les sens en termes de... alors, en fait, les plus puristes, si tu veux, les gens qui, par exemple, refusent de faire un KYC, ils vont pas utiliser en fait, ils ne viendront pas chez nous. Tu vois. Donc, voilà, nous, on est une boîte régulée. À un moment donné, on ne peut pas s'adresser à ces personnes-là. Maintenant, là, et, tu vois, c'était assez nouveau pour moi qui faisait du conseil avant. Quand tu es une boîte qui fait du B2C et que tu t'adresses au grand public, évidemment, tu écoutes les utilisateurs parce que c'est eux qui vont te dire en fait, c'est cette fonctionnalité-là qui me plairait le plus. Toi, je te donne un exemple. Nous on a un gros succès en Polynésie française. Parce qu'en Polynésie française, tu n'as pas les néobanques qu'on a chez nous, parce qu'il faut être agréé par la CPR pour aller en Polynésie. Donc des boîtes comme Revolut, par exemple, qui sont régulées en Lituanie, ils ne peuvent pas aller en Polynésie française. Donc on a beaucoup moins de concurrents sur place, et les gens sont très contents de voir une boîte comme Débloc qui arrive. Et donc on a eu une demande assez vite, c'était d'ajouter le franc Pacifique en devise sur Débloc, qui est quelque chose qu'on va faire et qui va être très rapidement dispo. Et
ça, je trouve que c'est hyper important, tu vois, d'être à l'écoute de ces utilisateurs sur ce genre de requêtes en se disant, bah voilà, c'est de ça dont les gens ont besoin, tu vois. Nous, on fait pas un produit pour le kiff, pour se regarder dans le miroir le matin et dire, mon produit, il est trop beau. On fait ça pour que ça serve à des vrais gens. Maintenant, encore une fois, des utilisateurs, il y en a plein. Et ils veulent pas tous la même chose. Ouais. Et donc, c'est toute la difficulté quand tu fais un produit, c'est que tu as des gens qui vont te dire A, tu as des gens qui vont te dire B, tu as des gens qui vont vouloir du wallet connect, d'autres qui vont vouloir ajouter du dollar, d'autres qui vont vouloir ajouter la crypto numéro 205. Et donc, nous, on doit faire le tri là-dedans. Et donc, on priorise très clairement en fonction du nombre d'utilisateurs à qui ça va servir, de à quel point c'est facile ou difficile à faire techniquement pour nous, de combien ça nous coûte, de combien ça rapporte aussi. Et donc, c'est des décisions business. Donc, faut être à l'écoute des gens. Maintenant, bah oui, on n'est pas une DAO, on reste une entreprise. Et je pense que, comme toute entreprise, on a envie que ça serve les utilisateurs sans se perdre dans une gouvernance décentralisée qu'on n'est pas vraiment. Ouais, carrément. Mais tout à fait. Et c'est vrai que. Mais comment vous gérez, par exemple, s'il y a, je sais pas, un truc qui est demandé par l'ensemble des utilisateurs, mais qui est vraiment un nice to have, qui sert pas à grand chose, mais qui est demandé quand même. Est-ce que ça prend le dessus quand même sur des. On n'a pas tellement eu le cas. Après, si tout le monde le demande, c'est que c'est pas un nice to have. Ouais. Non, mais je pense par exemple, tu vois, vous proposez une carte bancaire, on peut mettre une photo de NFT dessus. Ouais. Je dis, bon, est-ce que c'est un nice to have parce que c'est sympa, mais est-ce que c'est vraiment quelque chose qui a été demandé par la communauté, tu vois Alors, tu vois, très, très bon exemple. Moi, je suis arrivée sur le site de Débloc au tout début quand j'ai été contactée par Jean. Ouais. J'ai vu ça, je me suis dit, mais à quoi ça sert ce truc Parce que vraiment, moi, j'ai jamais ressenti le besoin de mettre un NFT sur ma carte bleue. Tu vois, vraiment, je m'en fiche. Site, Et en fait, j'ai parlé à des gens après qui m'ont dit, mais c'est génial, j'ai trop hâte. Okay. Et donc, et moi, je suis tombée des nues, tu vois. Je me suis dit, mais en fait, il y a vraiment des gens qui veulent ça. Il y a vraiment des gens qui kiffent avoir une espèce d'utilité à leur NFT qu'ils voient à chaque fois sur leur écran, mais que là, ils vont pouvoir voir sur leur carte bleue. Et en fait, ils s'approprient aussi un peu plus leur lien avec une collection de NFT, quelle qu'elle soit. Et donc, il y a des gens qui sont trop contents, tu vois. Ouais. Là où moi, c'était un truc dont je me fichais, en fait, ça plaît à plein de gens. Et donc, pour plein de gens, je pense que c'est peut-être ce qui leur fait créer un compte Débloc, là où finalement, sinon, ils ne seraient pas venus sur l'appli. Donc, c'est pas que un nice to have pour plein de gens. Ouais. Ok, ouais, marrant. Ouais. Et alors, pour venir sur les use cases, donc on a parlé vraiment de cette manière de se protéger, tu vois, de protéger son cash. Est-ce qu'il y a d'autres grands use cases tu parlais du fait de simplifier l'accès en fait à la crypto. Ouais, est-ce qu'il y en a d'autres aussi Alors, il y a le côté visualisation, déjà avoir les deux dans la même app. Il y a l'off-ramp, qui est une grosse friction. Pour, en fait, j'ai plein de néobanques où tu galères à sortir tes cryptos. Ouais. Et ça, je pense que c'est un truc qui est hyper important et sur lequel on va résoudre pas mal de problèmes. Donc honnêtement, tu vois, c'est déjà deux gros use cases. Nous, on vise pas à résoudre la fin dans le monde tout de suite. Bien sûr. Le but, c'est de résoudre des problématiques concrètes d'accès à la crypto, de sortie de crypto aussi, et voilà, de pouvoir vraiment avoir un portefeuille où tu vas détenir toi-même tes clés et qui soit facile d'accès, tu vois. Okay. Et rien que ça, je trouve que c'est une promesse qui est déjà énorme sur le marché. Carrément. Le fait de gérer ton wallet depuis ton app, c'est vrai que c'est des choses que tu ne retrouves pas sur N26, sur Revolut. Mais est-ce que la partie off-ramp sur Revolut ou N26, vous trouvez qu'elle a ses limites ou elle fait déjà le job par rapport à ce que vous proposez Alors déjà, elle est chère. Mais surtout, elle est pas toujours vraie. C'est-à-dire que tu as plein de gens qui ont essayé d'envoyer de la crypto via des plateformes ou autres sur Revolut et qui sont bloqués, en fait. Okay. Ouais. Donc, c'est pas... faut pas imaginer que les néobanques qui, certes, communiquent parfois sur la crypto, elles sont toujours crypto-friendly. En fait, quand tu parles vraiment aux gens, t'as plein de gens qui restent bloqués parce qu'effectivement, elles vont te proposer une exposition à la crypto. Ouais. Donc, tu vas acheter des cryptos sur ton compte, n'importe lequel, peu importe, une des néobanques. Tant que tu restes chez eux, tout va bien. Mais si tu veux prendre de la crypto qui vient d'ailleurs et la ramener chez eux, là, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais, je vois. Donc, par exemple, si tu fais un virement de Binance ou Coinbase ou Kraken vers des blocs, il y a moins de friction, on va dire. Il y en a pas. Il n'y en a pas. Il y en a zéro. Après, sauf si tu fais sauf si tu ramènes de l'argent d'un wallet qui a reçu de l'argent d'un wallet de Daesh. Tu vois, effectivement, là, nous, on a des outils qui nous permettent de traquer tout ça. Et donc d'être compliant, mais on n'a aucun problème à recevoir de la crypto qui vient de Binance, Coinbase ou de n'importe quelle wallet qui n'a pas fait de choses illégales, quoi. Ouais. Mais d'ailleurs, vous êtes agréé à CPR, enfin vous avez l'agrément. Oui. Donc est-ce que vous avez quand même un devoir quand même d'enquêter sur certains
virements crypto qui arrivent Bah, oui, en fait, on a des obligations, mais comme comme n'importe quelle banque ou néobanque, hein, c'est des obligations dites LCBFT, donc en gros de traçabilité des fonds pour pas financer le terrorisme, par exemple. Et ce sont ces obligations-là qui font d'ailleurs que souvent les banques refusent de toucher à la crypto parce qu'elles sont pas équipées pour aller voir ce qui se passe sur les différentes blockchains. Et donc, par défaut, elles refusent parce qu'elles savent pas. En fait, c'est juste par flemme, entre guillemets, qu'elles refusent. Exact. Oui. Je pense que c'est un calcul rationnel économique. Hein. C'est juste que ça leur coûterait de l'argent chaque année pour investir dans des outils pour traquer ça. Et qu'à côté de ça, ça leur rapporterait pas suffisamment. Donc, elles le font pas. Mais il se trouve que nous, on est équipés. Et donc, en gros, on a des alertes qui remontent si à un moment donné, on a un wallet qui reçoit des fonds d'un wallet qui est connu pour avoir participé à des arnaques, par exemple. Bah oui, là, on a des obligations qui sont de ne pas convertir ces fonds en euros. Qui sont éventuellement de faire un certain nombre de déclarations aux autorités, etc. Okay. Mais non, sinon, on n'a pas... on n'est pas là à regarder ce qui se passe sur les blockchains, à enquêter sur nos utilisateurs. Enfin, nous, si tu veux, on s'en fiche. Nous, on a simplement des obligations, dans le cas où il y a des flux illicites qui arrivent chez nous, de pas faciliter les activités illégales, bien sûr. Ok, je vois. Et alors, comment ça marche donc vous êtes un broker, hein, c'est-à-dire que vous achetez les cryptos sur des exchanges où il y a la liquidité. Et c'est quoi quels sont les exchanges avec lesquels vous travaillez pour apporter cette liquidité Oui, alors on ne communique pas précisément sur les prestataires. Déjà, on en a plusieurs et puis ça peut être amené à évoluer. Donc j'ai pas envie de donner des noms pour qu'en plus dans 3 mois ça change, etc. Mais oui, il y a des fournisseurs de liquidités, il y a des exchanges avec lesquels on travaille. Maintenant, on n'est pas une application de trading. Et je tiens à le dire parce que je n'ai pas envie qu'il y ait des gens qui s'inscrivent sur l'app en se disant je vais faire du trading avancé comme ce qu'ils peuvent trouver sur Binance ou ailleurs. C'est pas le but. Voilà, nous on n'est pas une application de trading, on est un compte courant avec un vrai portefeuille crypto. Mais si vous voulez optimiser vos achats-ventes, faire du trading algorithmique, etc., c'est pas sur des blocs. Ok, mais du coup, un vrai cas d'usage de ce que je comprends, c'est en fait, tu as envie d'avoir un compte courant classique et tu as envie, par exemple, de pouvoir réceptionner les virements de tes différents exchanges. Là, c'est une bonne solution aussi parce que... Exactement. Parce que tu vas pouvoir... Exactement, tu vois, moi j'ai aussi des amis, par exemple, qui ont bossé pour des projets crypto, qui ont été payés en crypto, qui sont d'ailleurs, qui ont des statuts qui sont un peu compliqués parce qu'ils ne savent pas exactement comment déclarer ça. Et pour qui c'est très difficile de sortir leur crypto parce que ils ont été rémunérés dans une crypto qui était naissante, qu'ils ont converti en stablecoin. Donc pour la traçabilité, c'est pas évident d'expliquer ça. Et c'est là que des outils comme des blocs sont hyper efficaces parce que ça te permet d'avoir un compte courant, une carte bleue et d'avoir ton portefeuille qui peut recevoir tes cryptos et donc de passer de crypto en euros facilement. Ça marche. Et alors la boîte a levé 12 millions. Hein. Toi, c'était avant que tu arrives? C'était avant que j'arrive, ouais. Ok. Est-ce que tu as un peu les coulisses de cette levée? Comment ça s'est passé? Parce que je crois que donc il y a eu cette levée avant même que le produit soit live. Hein, Oui, c'était une précide en fait, effectivement. Une belle précide. C'est une belle précide, mais en fait, quand tu dois construire une infrastructure financière, nous on a nos propres rails de paiement, on est membre du réseau Visa. Quand tu dois construire toute une architecture avec un portefeuille crypto, en fait, ça prend beaucoup de temps. Donc il faut avoir des développeurs, il faut avoir une grosse équipe. Tu es aussi sur des métiers qui sont régulés. Donc ça veut dire qu'il faut que tu aies une équipe de compliance qui va pouvoir interagir avec les régulateurs. Et tout ça, ça coûte de l'argent, tu vois. Donc tu peux pas juste lever 1 million et ensuite espérer construire une application financière. Ça marche pas. Donc oui, c'est des grosses levées, c'est des montants qui paraissent impressionnants, mais c'est des montants qui sont complètement nécessaires pour ce qu'il y a à faire. Ouais, carrément. Et puis il y avait le track record quand même de l'équipe, hein, donc vraiment des anciens Revolut avec plusieurs exits successful. Donc j'imagine que ça a aidé. Ah oui, bien sûr. Je pense que c'était hyper rassurant pour les investisseurs d'avoir à la fois un profil comme Jean qui a déjà monté et revendu plusieurs boîtes, d'avoir un profil comme Mario qui est notre CTO. Qui avait lui aussi monté des boîtes et qui avait bossé pour Ledger, et d'avoir des profils plus bancaires, financiers comme Adriana et Aaron, qui avaient cette compétence opération et finance pour gérer une boîte comme celle-ci. Donc c'est vrai que l'équipe était complémentaire et assez complète, et ça a pas mal rassuré les fonds. Ok. Et toi, t'es arrivé donc il y a 4 mois. Ouais. Donc c'est assez court, hein, mais c'est marrant. Est-ce que tu peux c'est quoi ta mission d'ailleurs chez Desblocs aujourd'hui Alors j'ai plusieurs casquettes. Mon titre officiel c'est VP stratégie, donc je dirais que j'essaye de conseiller au mieux, notamment sur la partie crypto, sur ce qu'il est intéressant d'intégrer ou non
sur le wallet en termes de fonctionnalité. J'ai aussi un rôle de gestion des partenariats avec toute la communauté crypto, donc ça peut être des médias, ça peut être des boîtes avec lesquelles on va travailler, etc. Un rôle de représentation dans les médias. Et puis, je fais de la création de contenu, puisque j'ai lancé une chaîne YouTube, podcast vidéo, dont on parlait tout à l'heure avant cet enregistrement, qui s'appelle Unhosted, et qui aujourd'hui n'est pas brandé Débloc, mais qui effectivement est quand même financé par Débloc. Et on en parlait, c'est vrai, un peu dans les coulisses de comment ça fonctionne pour lancer un podcast. C'est marrant parce que moi, j'imaginais que ça allait être plus facile que ça, pour être très honnête, avant de le faire. Surtout qu'au début, on s'était dit qu'on allait faire juste un podcast audio, et puis finalement, le format vidéo est quand même largement plébiscité. Ouais, complètement. Donc on s'est lancé directement sur de la vidéo. Surtout que l'audience que vous touchez, la crypto en général, est quand même pas mal sur YouTube. Donc, Exactement. Donc c'est important. Puis même moi, je le vois entre le nombre d'écoutes sur les podcasts audio et le nombre de vues sur YouTube. On est sur un rapport de 1 à 10, donc c'est hyper important d'être présent en vidéo. Tout à fait. Et non, mais surtout, je me rends compte de tout ce qu'il y a dans ces métiers-là, tu vois, du montage à la com, la recherche des intervenants, les trames, enfin tout ce que tu connais, tu vois, je t'apprends rien. Mais c'est vrai que je me suis rendu compte à quel point ces métiers-là étaient difficiles, et à quel point, même en tant que consommateur de vidéos, tu me diras, c'est pareil sur la consommation d'applications comme Débloc, on pouvait être exigeant sur des choses qui pourtant nous sont filés gratuitement, tu vois, que ce soit des vidéos sur YouTube ou des applications comme Débloc qui sont gratuites. En fait, les utilisateurs sont hyper exigeants. Et c'est pas évident, tu vois, quand tu crées des trucs qui sont gratuits et que tu essayes de satisfaire le plus possible les gens, d'avoir cette exigence en face de l'utilisateur qui souvent considère qu'il t'alloue son temps. Et que donc tu dois faire un truc qui est parfait, quoi. Ouais, c'est intéressant comme feedback. Et après, ça permet d'élever la qualité, mais c'est vrai que c'est... c'est vrai. Tout à fait. Et un autre sujet que je voudrais aborder, parce qu'on arrive un peu à la fin, c'est le business model de Débloc. Moi, donc il y a un abonnement, ça je l'avais en tête. Mais c'est quoi les autres sources de revenus? Peut-être les frais de trading, et peut-être aussi juste le fait de détenir de la trésorerie pour... vos clients, est-ce que c'est un moyen de gagner de l'argent Alors non, nous pour le coup, les fonds de nos clients, ils sont cantonnés, ils sont pas placés, donc on fait pas d'argent là-dessus. En revanche, on a 2 sources de revenus. L'utilisation de l'application, notamment sur la partie euro, est gratuite, c'est-à-dire vous créez votre compte gratuitement, la carte bleue gratuite, etc. En revanche, on a une formule premium qui est à 14,99 par mois, qui vous permet d'avoir accès à plus de choses, typiquement l'impression du NFT sur les cartes bleues, et des frais d'achat-vente de crypto qui sont réduits. Donc c'est un abonnement d'ailleurs qui se débloque gratuitement si vous versez votre salaire sur Débloc. C'est-à-dire que si vous utilisez Débloc comme votre compte courant principal sur lequel vous recevez votre salaire, vous n'avez pas besoin de payer l'abonnement premium, vous avez déjà accès à tout ça gratuitement. Ok, bon à savoir, je vais réfléchir. Et après, effectivement, on a des commissions sur les frais d'achat-vente crypto comme toute plateforme, quoi. Ça marche. Est-ce qu'il y a un dernier message que tu voudrais faire passer avant la fin de l'interview? Je sais pas, une conviction, je sais pas, un truc que tu vois passer, que tu as vu passer récemment Écoute, alors j'ai rien qui me vient en tête, en plus j'ai pas réfléchi, mais... Non, je sais pas, par exemple, je pense, tu vois, un truc tout bête à peut-être la partie reward asset, donc tokenisation. Est-ce que vous réfléchissez, je sais pas, à permettre à ajouter des produits type du stacking, l'achat de bons du trésor tokenisés sur des blocs, tout un alors on réfléchit sur le stacking, effectivement, sur du stacking self-custodial qu'on ferait pas tout seul, je pense, on le ferait en partenariat avec une boîte, donc oui, clairement, c'est dans les cartons. Maintenant, on a plein de priorités de développement produit, donc c'est toujours pareil, il faut choisir à quel moment on va le faire, mais oui, à un moment on fera du stacking en self-custody. Moi je trouve, alors tu vois, il se trouve qu'avant de venir là ce matin, je lisais un article sur les stablecoins que je trouvais hyper intéressant, et sur à quel point finalement les stablecoins vont être amenés à être de plus en plus compliant, avec des réglementations qui sont strictes, avec des réserves qui sont auditées. Et donc de plus en plus, je suis convaincue que les stablecoins vont être une nouvelle forme de monnaie classique et vont circuler sur des wallets et vont être utilisables probablement pour faire du paiement beaucoup plus facilement. Donc d'ailleurs, je serais curieuse de savoir ce que va devenir la fiscalité, tu vois, sur le passage de crypto à stablecoin qui aujourd'hui n'est pas imposé. Alors que le passage de stablecoin à euro l'est en fait, puisque de facto tu passes d'actifs numériques à monnaie traditionnelle.
Donc moi, c'est un sujet que je trouve hyper intéressant, d'autant plus que le marché est en train de bouger, puisqu'on a Tether qui a déjà annoncé que globalement, ils n'avaient pas envie de se conformer à la réglementation européenne. Donc, est-ce qu'ils vont être délistés des plateformes ? Alors, on ne sait pas trop. C'est vrai qu'on en parlait dans un précédent épisode, mais que sur OKEx, en tout cas, pour les clients européens, l'USDT sera délisté. Je crois que ça pose aussi la question de l'USDC. Parce que la réglementation MiCA pour les stablecoins, elle est quand même assez... Après, l'USDC, Circle a quand même annoncé qu'ils avaient l'intention, eux, d'aller chercher les agréments et d'être complets. Alors, est-ce qu'ils vont y arriver ou pas ? C'est une autre question. Mais effectivement, et ça pose en fait une vraie question. Est-ce qu'il y aura un USDC spécial Europe ? Parce qu'il y aura qui remplira plus de critères par rapport aux normes européennes, mais qui sont peut-être inutiles pour l'USDC à échelle mondiale. Donc ça c'est des vraies questions, et je pense que c'est hyper intéressant les stablecoins. Je trouve que ça soulève un autre sujet, c'est la liquidité. Si tu commences à avoir plein de stablecoins, comment tu arrives à assurer la liquidité, comment ça se passe si on se retrouve là dans un monde crypto où il y a des dizaines de stablecoins en fait c'est pas impossible. Alors après, la réglementation telle qu'elle est faite dans MiCA, elle est pas très favorable au lancement de stablecoin. C'est-à-dire que si toi tu as envie de te lancer et de créer un stablecoin, ce que dit la réglementation va pas te motiver à le faire, parce que c'est quand même très contraignant, et tu as un business model qui est tu sais pas si tu vas vraiment pouvoir le mettre en place, puisque globalement si tu fais plus de, alors j'ai plus le montant, mais tu as un volume journalier maximal 200 millions je crois que c'est 200 millions, au-delà duquel la BCE peut te dire en fait stop. Et donc ça c'est quand même pas du tout rassurant pour des entrepreneurs ou pour des boîtes qui veulent se lancer là-dessus, parce que elles ont une sorte de plafond qui est posé de base. Et donc, je me demande si finalement en Europe on va vraiment voir arriver des stablecoins. Si on en voit arriver, ce sera peut-être plein de petits du coup. Je sais pas si c'est... Après, c'est peut-être bien pour la décentralisation d'avoir plein d'alternatives, mais je trouve qu'en termes de lisibilité du marché, c'est pas optimal non plus. Et en termes de liquidité aussi. Et en termes de liquidité aussi. Après, là, de toute façon, la réglementation, elle est faite pour des stablecoins centralisés qui ont une liquidité qui est stockée dans les banques aussi, quoi. Complètement. Mais ça me fait penser, un des derniers épisodes, c'était avec Pablo Vera, donc le cofondateur du protocole Angle, qui, lui, a créé un stablecoin décentralisé. Et donc, a priori, c'est pas sous la coupe de MiCA. Après, c'est encore un sujet qui est c'est pas sujet encore à débat sous la part des avocats, mais yes. C'est toute la question des stablecoins décentralisés, et sur on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, mais sur les limites de la décentralisation. Puisqu'aujourd'hui, tu as certains stablecoins, je pense au DAI par exemple, qui sont retrouvés en dépendance par rapport à l'USDC, donc à des stablecoins centralisés. Et donc, tu te rends compte que la décentralisation, elle atteint toujours certaines limites, et que je pense que le régulateur va devenir beaucoup plus dur aussi sur ces sujets de décentralisation, parce que tu as certains projets qui sont des projets douteux et qui se sont servis de cet argument de décentralisation pour dire « Ah ben non, vous pouvez pas venir nous chercher parce qu'on est décentralisé. » Complètement. Et puis décentralisation, ça veut dire un peu tout et pas grand-chose, dans le sens où qu'est-ce qui est décentralisé ? Est-ce qu'on parle du sous-jacent, de l'équipe, de plein de collatéral, choses. Il y a pas mal de... Mais en tout cas, sujet intéressant. Merci beaucoup, Claire. Merci à toi. C'était trop cool. Yes.